Faire par l'association des amis de Marcel Pagnol. On va passer un bon moment. Alors sachez qu'ils ont tous le trac, nous avons tous le trac, parce que la plupart d'entre eux ne sont jamais montés sur scène. Certains un peu plus peut-être et d'autres pas du tout. Donc je sais que vous allez passer un bon moment avec des extraits d'œuvres de Marcel Pagnol, puisque cette année nous commémorons la disparition, le cinquantenaire de la disparition de Marcel Pagnol. Ça sera quand même dans la joie, effectivement. Et puis l'année prochaine, ça sera d'ailleurs les 130 ans. Hein, c'est ça, je ne me trompe pas, 130 ans de la naissance. Donc on va estimer que ce soir, c'est une naissance également. C'est la naissance d'une petite troupe de spectacles offerte par l'association des amis de Marcel Pagnol. Bonne soirée à tous. C'est avec la fille du puisatier que nous allons commencer notre hommage à Marcel Pagnol. La jolie Patricia est élevée par son puisatier de père, Pascal Amoretti. C'est un veuf au grand cœur, mais aux principes rigides. La jeune fille s'éprend de de Jacques Mazel. C'est un séduisant officier aviateur, fils d'un riche notable. Cependant, le jeune homme est mobilisé par la guerre sans savoir que Patricia est enceinte. Chassée par son père et humiliée par la famille Mazel, la future maman se réfugie chez sa tante Nathalie, sœur de Pascal. Quelques mois plus tard, Pascal apprend par Philippe, son assistant, que Patricia vient d'accoucher d'un garçon et qu'il porte son nom de famille. Et il se prend finalement d'intérêt pour cet enfant et veut faire revenir sa fille afin de l'aider à l'élever. Patricia et Nathalie sont au lavoir. C'est comme le petit commis du percepteur. Il met des chemises de femme. Il en a d'hommes, bien entendu, par nos bureaux. Mais moi, quand je m'occupais de son linge,
dans mon innocence, je croyais qu'il était marié. Et puis, figure-toi qu'un jour... Voilà Pascal. Je n'ai pas peur. Tu sais ce qu'il vient faire? Il vient chercher l'enfant. Maintenant que tout le souci est passé, eh bien, il vient nous le voler. Tu crois? Oh, je le connais, ce vieux sournois. Il vient chercher l'enfant, mais il ne voudra jamais l'avouer. C'est son petit-fils et s'il accepte de nous reprendre à la maison... S'il veut vous reprendre, il faudra qu'il le dise. Toi, aide-moi, dis toujours comme moi, ne te retourne pas, ne le regarde pas. Ah, te voilà, toi. Eh oui, ben voilà. Bonjour, ma sœur. Alors? Alors, me voilà. J'avais envie de te parler à l'autre là-bas, qui fait semblant de ne pas me connaître. Père, je ne sais que dire. Si tu sais pas quoi dire, moi, je sais quoi dire. Tu n'en as pas l'air. Moi, quand je parle, c'est pour dire quelque chose. C'est pas pour faire du bruit. Alors, paraît que ton enfant est né. Oui, père, il est né. Ces choses-là, une fois que c'est commencé, ça finit toujours à peu près pareil. Elle n'a rien inventé. Nathalie, puisque tu n'as rien à dire, tu ferais mieux de ne pas parler. Cet enfant, c'est un garçon, et on m'a dit qu'il s'appelle Amoretti. Comme moi. Il s'appelle Amoretti comme moi. C'est moi qui lui ai envoyé le nom par-dessus toi. Parce que le nom, c'est moi qui l'ai. Et notre père, et le père de notre père, il s'appelait peut-être Scartefigue. Toi, notre nom n'en parle pas. Tu lui as guère fait du bien. Cet enfant porte mon nom et il le porte comme le premier-né après moi. Une fille, ça s'appelle Amanda ou Léonie. Un cadet ou un troisième garçon, ça s'appelle Jacques, Paul ou Marcel. Mais un premier-né en Provence, on ne lui dit jamais son petit nom. On l'appelle toujours par le nom de famille. Et celui-là, que je ne connais pas, s'appelle Amoretti. Et moi, que ça me plaise ou pas, je suis responsable de lui. Responsable en quoi? En tout. C'est comme s'il allait voler les prunes de monsieur le curé, s'il écrasait quelqu'un en conduisant une automobile, ou s'il allait frapper les gendarmes. Toi, si tu n'arrêtes pas ton moulin à parole, je te frappe comme un drap de lit. Mais c'est qui le ferait, c'est bestiari. Nous parlons de choses sérieuses. Alors tais-toi. Non, je ne me tairai pas. Cet enfant, il est dans mon lit, et c'est moi qui lave ses linges. Hein? Toi, tu nous fais des discours depuis 5 minutes pour nous dire des choses que nous savons déjà. Et alors? Comment et alors? Et alors quoi? Ça veut dire quoi, ce que tu as dit? Ça veut dire ce que j'ai dit. Père, dis ce que tu veux faire et je t'obéirai. Dis un peu pourquoi tu es venu. Je suis venu pour dire que c'est grave. Eh bien, c'est grave, nous sommes d'accord. Puisque tu n'avais que ça à nous dire, maintenant nous le savons. Ne nous fais pas perdre notre temps. Hein? Dis-nous le bonjour à tout le monde à la maison, parce que nous, on travaille. Hein? Et la chose encore la plus grave, c'est que cet enfant, il faut le nourrir et l'habiller. Patricia, reste là. J'ai quelque chose à te dire. Quelque chose de plus grave que tout ça. À propos de mon fils? Oui et non. Voilà. Felipe a eu une idée. Il dit que s'il te marie, l'enfant changerait de nom et il serait plus bâtard. Alors voilà, il veut te marier. Et il t'en parlera sûrement. Il faut que tu dises non. Bien, père. Et pourquoi tu dis bien père? Philippe serait un bon mari? Parce que ce serait malhonnête. Hein? Cet enfant ne serait plus bâtard, mais Felipe serait un père bâtard. Et il n'aurait plus d'honneur. Mais qui sait? Qui le sait que cet enfant n'est pas le sien? Moi, je le sais. Monsieur Mazel le sait. Enfin, c'est quelque chose que l'on sait. Alors, il faut qu'elle dise non. Mais je lui ai déjà dit non, père. Il sait que je n'ai que de l'amitié pour lui. C'est bien. Tu as raison et je te comprends. Et puis ici, il y a les aviateurs. Je crois que ces messieurs des aéroplanes dans la famille. On ferait mieux de ne pas leur faire confiance. Hein? Mais c'est eux qui nous courent derrière. Hein.
Va, va. Elle n'a pas besoin de Philippe pour se marier. Elle le trouvera vite à se marier, à bien se marier. Et si le petit change de nom, il aura un joli nom, et le nom de la ville. Ah, c'est comme ça. C'est ça que vous manigancez, hein? Hein? Parce qu'un seul crime, ça ne suffisait pas. Alors tu te prépares à en faire un autre. Ah, j'y avais pensé à ça, hein? Puisque c'est comme ça, là. Toi, tu vas faire tes paquets et tu vas rentrer avec moi à la maison. Avec mon fils. Amène-le si tu veux, mais moi, je ne veux pas le savoir. Alors, il vaut mieux que tu le portes pas chez toi, parce que c'est l'enfant du péché, c'est la honte de la famille. Oui. La deuxième honte après toi. Eh bien, on n'a qu'à mettre les deux hontes ensemble. Moi, ce petit, je m'en charge, je l'élève. Qu'est-ce que tu en dis? Tu es sourd? J'en dis que ce serait mieux comme ça. On le laissera ici. Pourquoi pas après tout? Tu es d'accord? Moi, je suis d'accord. On le laisse. Seulement, elle ne volera pas. Ne dis pas qu'elle ne veut pas. Elle vient de dire oui. Elle a dit oui, mais ça veut dire non. Moi, après tout, je la comprends. Dès que cet enfant soit l'enfant du malheur, elle ne va pas l'abandonner. Avec tante Nathalie, il ne sera pas abandonné. Ça, c'est ce que tu dis, et c'est la vérité. Seulement, moi, amener cet enfant à la maison, moi, ça me fait mal au cœur. Moi, j'ai la grosse colère contre lui. J'ai la rancune de tant de misère qu'il m'a faite. Mais toi, comme je te connais, je sais que si tu ne l'amènes pas avec toi, tu vas languir. Après, tu vas plus manger, tu vas devenir toute maigre. Et finalement, tu vas me demander de revenir le chercher. Non, non, elle ne te le demandera pas. Et pourquoi? Et de quoi tu te mêles, toi? Qui te parle? Hein? Et toi, de dire des mensonges, là? Hein? Tu fais celle qui veut pas, et puis finalement, tu crèves d'envie de l'emporter avec toi. Moi, les hypocrites, je les aime pas. Hein? Quand on a envie de faire quelque chose, on le dit. Et si on le dit pas, eh ben, on le fait. Où vas-tu, père? Et à coup sûr, je vais le noyer. N'aie pas peur, imbécile. Tu vois pas qu'il est au soleil depuis 10 minutes. Et après tout, pourquoi essayer de l'abandonner, de l'assassiner? Père, tu nous voudrais à la maison? Toi, oui. Mais lui, je ne sais pas encore. Je ne le connais pas. Et puis, vous me faites parler depuis 10 minutes et personne ne pense à soulever un coin de ce torchon. Oh, qu'il est petit. À coup sûr, il ne doit pas beaucoup manger, hein? Si le lait de sa mère ne lui suffit pas, on pourrait essayer un bon saladier de pois chiches avec un oignon. Mais il a des petits doigts. T'en as jamais vu, Kay? Il a des ongles avec. Et qu'est-ce que vous faites là, à le regarder là? Hein? Vous n'avez pas assez tripoté, vous n'avez pas assez joué avec lui là? Allez, préparez les paquets là, que nous partons dans 10 minutes. Allez, dépêchez-vous, nom de Dieu. Oui, il ouvre les yeux. Amoretti, Férisette. Amoretti, le jeune, fais ton plus beau sourire. C'est pour Amoretti, le vieux.
Marcel Pagnol demande à son ami maçon Marius Broquier de lui reproduire un village abandonné sur les barres de Saint-Esprit. Il va lui servir de décor pour son film Regain. Le village d'Aubignan est en ruine. Seul demeure le braconnier Panturle et une vieille femme, la Mamèche. Celle-ci lui dit que s'il ne trouve pas de femme, le village va mourir. Un jour, voilà qu'arrivent Gédémus le rémouleur et Arsule qui traînent son attelage. C'est la Mamèche qui, en les effrayant, les a poussés vers Aubignan. Ils entendent du bruit dans la maison de Panturle. Affolés, ils partent en courant vers la forêt où ils vont passer la nuit près d'une cascade. Panturle les a suivis. Il s'aventure sur la branche d'un arbre pour mieux les observer. Mais celle-ci va céder sous son poids. Arsule et Gédémus vont le tirer hors de l'eau et vont le laisser là sur la berge. Plus tard, dans la nuit, Arsule revient le voir. Ça va mieux? Qui c'est qui me parle? Ça va mieux? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes tombé dans le ruisseau. J'ai eu bien peur et j'ai pas pu dormir. Je suis venue comme ça voir un peu ce que vous faisiez. Juste, vous étiez en train de vous tourner. Alors, j'ai dit, ça va mieux. Ça m'a enlevé un poids sur la poitrine. Vous êtes bien brave. Mais qui c'est qui m'a tiré sur l'herbe? C'est moi aussi, avec Gédémus le rémouleur. On était là dans le pré, on allait se coucher. J'ai entendu craquer la branche et nous sommes venus en courant. C'est juste au moment que vous avez fait le saut et qu'on vous a bien vu, tout allongé dans l'eau qui tombait. Et puis, vous avez filé sous l'eau comme un poisson et l'élan vous a mis au bord et on vous a tiré sur l'herbe, lui et moi. Ça a dû vous donner de la peine. Oui, bien sûr, parce que vous êtes lourd. On vous a tiré par les bras. Merci. Vous êtes bien brave. Ah, ça va mieux. Ça va mieux comme ça. Et qu'est-ce que vous faisiez dans cette table? Je voulais voir, savoir qui vous étiez. Alors, vous êtes de par là? Ou bien vous venez de loin? Ou d'ailleurs, comme nous, Je suis du pays. de celui où on est? Pas tout à fait. Je suis de là-haut, sur la colline. D'Aubignan? On ne dirait pas. Il n'y a plus personne. Oh que si. Il y a moi. Ce matin, vous étiez devant ma maison. Celle de la source? Oui, celle de la source. On a tapé à votre porte. Et vous? Où vous étiez? J'étais dedans. Et pourquoi vous n'avez pas répondu? C'est pas brave ça. Pourquoi? Parce que... Alors, vous êtes comme ça, vous? Et si on avait eu besoin? C'est vrai ça. Mais quand on est seul, qu'est-ce que vous voulez? On devient sauvage? J'étais pas comme ça avant. Ça doit être depuis que je suis seul. Autrement, ce n'est pas de mon naturel. Je suis serviciable plus qu'un autre. Seulement, n'est-ce pas? Je suis seul. Quand même de ne pas répondre. Voyez, c'est nous qui vous avons tiré de la chute. Et vous? Vous êtes resté tout fermé, dans les murs, à pas bouger, à nous écouter sans rien dire? À vous écouter, à vous regarder. Vous étiez nus jusqu'à la ceinture. Pendant un moment, j'ai eu honte. Après, j'ai voulu descendre, mais j'ai fait tomber le chaudron. Vous avez eu peur. Vous êtes parti au galop. Gédémus disait que c'était un rat.
Non, c'était moi avec mon coude. De vous voir, je ne savais pas où j'étais. Vous avez froid? Non, c'est cette étoffe mouillée qui me tire toute ma chaleur. Je vais enlever ma veste. Ah, ça va mieux. Pour le pantalon, il est presque sec. Parce que moi, de la chaleur, j'en fais. Pourtant, il ne fait pas chaud. Tenez, touchez-la. Oui, c'est vrai, c'est chaud. Et qu'est-ce que vous faites là-haut tout seul? Je vis, voilà, je vis. Mais vous ne voyez jamais personne, hein? Si, quelquefois les gendarmes. Mais alors je ne m'approche pas. Je me cache. Parce que je suis braconnier, forcément. Mais qui est-ce qui vous force? La faim. Qu'est-ce que vous voulez que je mange là-haut? Alors je prends des bêtes au piège. Celles qu'on peut manger, je les mange. Mais les renards, les putois, les fuines, je prends la peau et je la porte aux voisins. Alors ils me donnent des pommes de terre et ça me fait plaisir. Mais vous n'avez même pas de chemise. Quand on n'a pas de femme, on n'a pas de chemise. C'est mieux de ne pas en avoir que d'avoir du linge sale. Et vous êtes comme ça, dans ce grand village mort, tout seul, tout seul. Pas tout à fait seul. Il y a Caroline. Alors vous avez une femme? Non, c'est une chèvre. Elle est brave. Elle me comprend. Quand j'ai envie de parler, je lui parle. Seulement, elle ne peut pas me laver ma chemise. Mais pourquoi vous restez tout seul là-haut au lieu de descendre chez les hommes? Je ne sais pas. Parce que je préfère rester là-haut. Ma mère est enterrée là-haut. Vous comprenez? Bien entendu, ce n'est pas naturel qu'un fils reste toute sa vie près de la tombe de sa mère. Surtout que je ne suis plus jeune. Mais si je reste, c'est aussi pour des idées. Mais quelles idées? Parce que je suis le dernier. Tant que je serai là-haut, c'est un village. Je sais, tout seul, je ne peux pas. Mais si j'avais une femme là-haut et qu'il est petit, alors il n'y aurait plus d'herbe dans les rues. Je dis des bêtises, n'est-ce pas? Oh non, ce n'est pas des bêtises. Et vous, vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes de la ville. Alors la solitude, vous ne savez pas ce que c'est. Oh si, je sais mieux que vous. Allons, allons. Puisque vous êtes de la ville, il y avait toujours du monde autour de vous. Des fois, on peut être entouré de beaucoup de gens, et quand même, on est plus seul que jamais. C'est vrai, ça. Vous devez avoir de l'instruction. Moi, j'ai quitté l'école à 11 ans. Oh, je sais lire et écrire. J'ai quitté l'école à 15 ans, j'ai passé mon certificat d'études, et puis j'ai suivi des cours complémentaires. Moi, j'ai jamais pu le passer, un peu comme le ruisseau. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Mes parents sont morts, j'ai gagné ma vie, j'ai été couturière. Puis, enfin quoi, j'ai travaillé, j'ai trimé, et me voilà avec Gédimus. C'est votre mari. Et non, c'est tout comme. Vous l'aimez beaucoup? C'est un bon ami. Il m'aime autant que si j'étais un âne. C'est moi qui traîne dans la baraque. Je sais, j'ai vu. Vous ne l'aimez pas beaucoup. Moi, je l'aime autant qu'un âne peut aimer son maître. Mais il y a des ânes affectueux. Lesquels? Les ânesses. Alors vous ne le quitterez pas? Et pour aller où? Là-haut. Vous dites ça pour rire. Hein? Ah oui, que je le dis pour rire, parce que ça ne serait pas pour pleurer. Si vous vouliez, vous. Et si je voulais quoi? Monter. Il me semble qu'il ne pleuvrait plus dans ma maison. Et vous croyez que je sais arranger les toits? Non, mais moi je sais. Alors, pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous n'êtes pas là-haut. Un homme seul, la pluie peut lui tomber sur la tête. Au contraire, ça tient compagnie. Qu'est-ce que c'est votre nom? Il m'appelle Arsule. Arsule, c'est très bien. Moi, on me dit Panturle. Panturle? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire moi. Le jour se lève, Arsule dort. Panturle, debout, remet sa veste, puis il s'approche d'elle. Arsule! Arsule! Tu viens? Oui? Alors lève-toi. Tu veux que je te porte? Où est-ce que nous allons? À la maison.
connaissez tous la trilogie marseillaise. Marius, Fanny et César. Et vous vous souvenez quand dans le premier volet, Marius tient le comptoir du bar de César, son père. Mais il n'a qu'un rêve, c'est de s'embarquer sur l'un des bateaux qui traversent le port et de naviguer vers des pays lointains. Fanny, marchande de coquillages devant le bar avec sa mère Honorine, aime Marius en secret depuis l'enfance. Marius, sans l'avouer, a toujours aimé Fanny, mais il garde ses distances avec elle. Et puis il y a Maître Panis, riche maître voilier, vieil ami de César. Il est veuf depuis à peine 3 mois, mais l'absence lui est insupportable. Il se demande comment il tient le coup. Il a bien réfléchi, ça ne peut plus durer. Il n'a pas d'enfant. Il est orphelin, ce qui est un peu normal à son âge. Ça ne fera de tort à personne. Il préfère se remarier tout de suite. C'est qu'il a en vue quelqu'un et il veut faire sa demande à la première occasion. Dans le bar, Honorine fait ses comptes avec application. Panis arrive. C'était 8, 85 et 6, 91. Bonjour, Honorine. Ça a marché ce matin? Ouais, comme d'habitude, hein, j'ai fait 7 kilos de rouget, un peu de dorade, des rascasses et un beau fielas. 91 et 5, 96. Ce matin, le Mistral il s'est tué, hein? Demain, la pêche sera bonne. Ouais, il y aura du rouget. Dites, Honorine, vous viendrez encore au cabanon dimanche? Au cabanon? Dites, Panis, ça fera 2 fois en 15 jours. Si ça vous déplaît, c'est 2 fois de trop. Mais si ça vous amuse, c'est pas assez. Oh non, ça ne me déplaît pas, au contraire. Un bon dîner, le bon air, une fine bouteille. Mais ça fait parler les gens. Vous savez, Norine, quoi qu'on fasse, les gens ils parlent toujours. Écoutez, Panis, ça fait quelque temps que je vous vois venir. Alors si la chose n'est pas sérieuse, il vaut mieux l'arrêter tout de suite. Qu'est-ce que vous appelez sérieuse? Dans ma famille, il y a de l'honneur. Et à part ma sœur Zoé, peu chère, qui avait l'amour dans le sang et qui est tombée à la renverse sur presque tous les sacs du vieux port. Mais pour toutes les autres femmes de ma famille, personne ne peut dire ça. Alors si ça n'est pas pour le mariage, dites-le moi. Norine, mais vous savez bien que je pense au mariage. Ça a toujours été mon idée. Alors, c'est tout différent. Si vous venez au cabanon dimanche, on sera à l'aise de parler de tous les détails. Dimanche? Oui. Justement, Fanny part passer la journée à Aix chez ma sœur Claudine. Elle revient que le soir, j'aurai même pas besoin de lui dire où je suis allée. Et comment, elle ne viendra pas avec vous? Nous serons plus tranquilles pour discuter. Oui, plus tranquille, ça va, vous auriez pu la mener quand même. La vérité, c'est que j'ai un peu honte devant elle. Et honte de quoi? Comme c'est peu délicat, les hommes. Vous ne comprenez pas. Oh, brigandas, va, qui m'auriez dit que vous m'amèneriez au cabanon le dimanche? Toute seule quand vous faisiez la partie de boules avec mon pauvre frisé. Oui, Norine, je ne sais pas si nous sommes d'accord. Si nous ne sommes pas d'accord, nous pourrons toujours nous expliquer. Il n'y a qu'une seule chose que je ne discuterai pas,
c'est la communauté. Je veux la communauté. Oui, pour ça, on s'entendra toujours. Mais il me semble qu'il y a une erreur de votre part. Vous pensez peut-être que c'est vous que je veux. Comment si je crois? Vous venez pas de me le dire? Mais non, je vous ai jamais dit ça. Voyons, Norine, vous n'êtes pas toute seule dans la famille. C'est peut-être pas la petite? Eh oui, c'est la petite, naturellement. La petite? Allez, va et vous galégez. Norine, vous ne pensez pas qu'à votre âge. Et qui est mon âge? Il y en a de plus jolis que vous qui me courent derrière. Mon âge? Il faut s'entendre dire une chose pareille par un vieux polichinelle que les dents lui bougent. Norine, vous savez bien que... Vous ne vous êtes pas regardé? Si mes rascasses n'étaient pas plus fraîches que vous, je n'en vendrais guère. Fanny, ma petite. Ne parlons pas de vos rascasses. Il s'agit de la petite. La petite. Qui pourrait imaginer une chose pareille? Vous n'en avez pas assez porté avec votre première? Comment elle s'est portée? Si on vous avait mis une voile entre les cornes, il aurait fallu une brave quille pour vous tenir d'aplomb. Et vous qui parlez tant des autres là, dites-nous ce que vous alliez faire le soir dans la remise de Maître Barbantane avec Nestor, le grand ténor de l'opéra. Et alors? Pourquoi une veuve ne pourrait pas parler à un trombone? Mon mari était mort depuis 2 ans. Et je vous apprendrai qu'au ciel, il n'y a pas de cocu. Seulement, ça les gênerait pour mettre l'auréole. Allez, Norine. Ah, c'est bête de nous disputer pour un malentendu. Écoutez-moi. La petite, quel toupet. Vous désirez quelque chose, ma belle? Oui, je voudrais des violets, mais ils sont bien petits. Il y en a de plus gros. Ils sont petits. Ils sont comme d'habitude. Hein. Ouais, moi, je les trouve petits. Hein. Si c'est des monstres que vous voulez, faut aller à l'aquarium. Je ne veux pas des monstres, mais tout de même, ils sont petits. Bon alors, je vous en mets une douzaine. Non, ils sont petits. Bon, et bien alors si vous ne les voulez pas, laissez-les. Et puis arrêtez de les pétrir. C'est pas en les tripotant que vous les ferez grossir. La petite. Quel toupet, la petite. Ma fille Fanny. J'aurais donné 100 000 francs à la petite Commodore. 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000 francs? Eh oui, je lui constituerai une dot. Allez, va, allez. Vous plaisantez. Norine, ma belle, asseyez-vous là que je vous explique bien la chose. Si vous me donnez la petite, je lui fais une dot de 100 000 francs et une pension de 400 francs par mois pour sa mère. Ah non, ça non, hein. Je veux pas vivre au crochet de ma fille, hein. Non, moi je ne veux rien. Je ne demande qu'une chose, hein. C'est de venir habiter avec vous, voilà tout. Pour ça, on s'entendra toujours. Elle aura une bonne et je lui laisserai tout par testament. Panis, la petite ne voudra jamais. Si elle voulait, qu'est-ce que vous diriez? Oh, naturellement, je l'empêcherai pas de vivre sa vie. Mais elle ne voudra pas. Je lui en ai déjà parlé. Quand? Dimanche dernier, au cabanon, pendant que vous faisiez la bouillabaisse. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit de demander à sa mère. Ça veut dire qu'elle accepte. Quelle petite masque! Elle m'a bien trompé, celle-là. Vous lui avez parlé des 100 000 francs? Non, mais c'est elle qui m'en a parlé. Elle est magnifique, cette petite. Et
je vous signerai tous les papiers dès que vous aurez dit oui. Panis, parlons peu, mais parlons bien. Vous avez bien réfléchi à la chose? Eh oui, que j'ai réfléchi. Vous avez vu que la petite a 30 ans de moins que vous? Ce n'est pas de ma faute. Vous savez ce qui arrivera? Mais elle aura tout, des bijoux, des robes, de l'argent. Oh, Panis, je sais que vous êtes un brave homme, mais j'ai bien peur qu'il lui manque le principal. Mais quel principal? Eh, je me comprends. Oh, non, oui, non, voyons. Ne parlez pas de ce que vous ignorez. Il n'y a rien de plus beau que l'amour, mais... Je suis bien de votre avis. Il vaut mieux avoir 18 ans. 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 Mais la petite, elle a 18 ans. Et vous? Vous en avez 50. Seulement moi, j'ai 600 000 francs. Non, mon pauvre Panis, les chemises de nuit n'ont pas de poche. Moi, je parle dans votre intérêt. Évidemment que ça serait un beau parti pour ma petite. Mais quand je pense à ça, et que je vous regarde, je vous vois une paire de cordes qui va trouver le plafond. Eh bien, vous vous trompez, voilà tout. Tout ce que je vous demande, c'est de dire oui. Le reste, je m'en occupe. Bon, eh bien, je vais lui en parler et je vous répondrai dans quelques jours. Très bien, dans quelques jours. J'attendrai. Bon, par contre... Je voudrais bien voir les comptes de votre magasin. Oh, ça n'est pas de la curiosité, hein. C'est l'amour maternel. Venez demain matin, je vous expliquerai tout. Oui, demain, après-demain, j'ai confiance. Oh, ben tiens, je vois Fanny qui arrive. Si nous y allions tout de suite. Si vous voulez, oui. Marius, je m'en vais. Si bien du monde, occupe-toi-en. Dites, Norine, vous ne pensez pas que entre Fanny et Marius, il y a entre eux un certain sentiment? Ah oui, ça c'est naturel. Et pourquoi? Parce que le samedi au cabanon, ils ont souvent couché ensemble. Oh, Norine, qu'est-ce que vous me dites? Eh oui, au cabanon, il n'y avait qu'un seul berceau. Oh, coquine de sang, vous m'avez fait peur. Allons, venez mon gendre. Allez, je vous suis, maman. Mesdames, messieurs, afin de vous désaltérer et de vous substanter, quelques minutes d'entracte. Après le succès de Marius, Marcel Pagnol écrit Fanny, le deuxième volet de la trilogie. Nous sommes sur le Vieux-Port. Sur les conseils de Panis, Monsieur Brun vient d'acheter le Pitalugue, oui, la fameuse barque que tout Marseille connaît et que tous surnomment le sous-marin. Mais nous allons savoir pourquoi, car voici Monsieur Brun qui vient choisir des voiles chez Panis.
direct sur la canebière. Alors, monsieur Brun, vous l'avez bien vu ce bateau? Eh oui, je viens de l'examiner à fond. Et alors? Et pour le prix, il me paraît bien. Je comprends, dites qu'il est bien. C'est un véritable lévrier des mers. Le moteur me paraît bien petit. Ah, mais c'est bien ce que vous a dit. Ce n'est pas un canot à moteur, c'est un bateau à voile avec un moteur auxiliaire. Alors, vous l'avez acheté? Eh oui, j'ai donné 300 francs d'art. Alors, je vous fais le jeu de voile complet comme convenu. Naturellement. Très bien. Alors, voilà la maquette. Regardez. Tout simple, hein? Un joli phoque et une voile latine. Et regardez ça. C'est léger, c'est solide. Et puis ça ne prend pas l'eau, ça mouille pas dans l'eau. Et touchez-moi le grain. Oui, ça me paraît bien, mais c'est un peu raide. Vous ne trouvez pas? Ah, écoutez, monsieur Brun, c'est des voiles que vous voulez ou bien un pantalon pour madame? Ah, si c'est un pantalon, ne prenez pas ça. Mais pour des voiles, je vous le conseille. Parce qu'une voile, ça supporte de l'épaisseur. Hein, et puis alors, cette voilure, chaque fois que vous allez changer de bord, vous allez entendre toute une compagnie de perdreaux qui vont s'envoler. C'est poétique. Oui, c'est poétique, mais combien ça va me coûter pour une voilure complète? 1000 francs. C'est poétique, mais c'est cher, hein? Un tout petit billet de 1000 francs. Le plus petit billet de 1000 francs possible. Et qu'est-ce que c'est le plus petit billet de 1000 francs possible? Mais je veux dire par là, monsieur Brun, que comparé à une voilure, un billet de 1000 francs plié en 4, c'est rien du tout. Songez que pour ce tout petit bout de papier, je vais vous faire tout ça. Et c'est un cadeau entre amis. Un cadeau, pas précisément, mais enfin, tout de même. Attends, bonjour César. Bonjour, messieurs. Bonjour César. Vous achetez des voiles, monsieur Brun? Je fais choix d'une voilure pour mon bateau. Vous avez acheté un bateau? Je viens d'acheter le Pitalugue sur les conseils de Maître Panis. Le Pitalugue? Le grand canot blanc? Oui, vous le connaissez? Vous pensez que je le connais, mais tout le monde ici le connaît. C'est l'ancien bateau du docteur Bourde. Il a eu depuis au moins 15 propriétaires. Alors César, alors? C'est curieux. Ah oui, c'est curieux. Mais le bateau lui-même, il est encore plus curieux. Et pourquoi? Comment, tu ne l'as pas averti? Mais de quoi? Ah, écoutez, monsieur Brun, alors j'ai peut-être oublié de vous dire qu'il est un peu jaloux. César est jaloux? Non, le bateau est jaloux. Ça veut dire qu'il penche assez facilement sur le côté. Et il penche Vous comprenez fortement? Non, monsieur Brun, non. C'est-à-dire que quand on monte dessus, il chavire. Ah, il ne fait pas un tour complet, non. Dès qu'il a la quille en l'air, il ne bouge plus. Et il faut même une grue pour le retourner du bon côté. Oh, mais dites donc, et ça lui arrive souvent? Mais non, monsieur Brun, mais non. C'est-à-dire que ce bateau, il est connu pour ça, depuis ici jusqu'à la Madrague. On l'appelle le sous-marin. Allons, César, vous plaisantez. Mais certainement qu'il plaisante. Il est certain que ce bateau a chaviré quelquefois. Parce qu'en fait, il n'est pas lesté comme il faut. Et puis, il faut savoir s'en servir, vous comprenez? Alors, et puis c'est vrai, il est jaloux. C'est curieux parce qu'il n'en a pas l'air. Ah ouais, mais c'est parce que c'est un petit cachotier. Alors, vous prétendez que dès que je mettrai le pied dessus, ce bateau va chavirer? C'est possible, mais ce n'est pas sûr. Après tout, il a tellement chaviré de fois que peut-être que maintenant il est dégoûté et il ne voudra plus. Quelle blague! Mais pourquoi chavirait-il systématiquement? Parce qu'il a une hélice trop grosse pour lui. Elle prend trop d'eau. Ce qui fait que quand on pousse la vitesse, au lieu que ce soit l'hélice qui tourne, c'est le bateau. Alors, il se dérive. Mon cher César, tes plaisanteries sont ridicules. Ce bateau-là, monsieur Brun ne l'a pas fait sur commande. Et il n'a pas payé au prix d'un bateau inchavirable. Il l'a payé 1500 francs. Ben, c'est une occasion.
Et vous croyez pas qu'à ce prix-là, même avec ses défauts, c'est une bonne occasion? Oui, c'est une belle occasion de se noyer. Franchement, Panis, c'est vous qui m'avez fait acheter ce bateau. Est-ce que ce bateau chavire? Mais mon cher monsieur Brun, les royaumes chavirent, les jolies femmes chavirent, et nous finirons tous par chavirer au cimetière. Tout chavire dans la nature, et naturellement surtout les bateaux. Et surtout celui-là. Vous garantir que le Pitalug ne chavirera jamais, je ne le peux pas. Oh que non. Ce sont les risques de la navigation. Et puis si vous voulez aller sur la mer sans aucun risque de chavirer, alors n'achetez pas un bateau. Achetez une île. Eh bien c'est ça. Achetez le château d'If et Panis, il vous fera les voiles. Monsieur Brun, capitaine du sous-marin. On peut dire qu'on vous a bien embarqué, monsieur Brun. Mon cher César, depuis un quart d'heure, vous essayez de me mettre en boîte. Eh bien, permettez-moi de vous dire que cela ne prend pas. Bravo. D'ailleurs, pour couper court à toutes ces galéjades, je m'en vais immédiatement le sortir du port et je vais l'essayer. Non, monsieur Gosse, ce n'est pas la peine. D'abord, vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas. Bah, j'irai avec le petit chauffeur. Dis donc, peux-tu venir avec moi essayer le Pitalug? Oui, mais après ce que monsieur César vient de dire, vous comprenez que ça sera 5 francs. Eh bien, soit ce sera 5 francs. Et vous, Panis, vous nous accompagnez. Eh, je voudrais bien, mais je ne peux pas. Eh, pas si bête. Et ça aurait été avec le plus grand des plaisirs, mais je ne peux pas quitter le magasin et nous travaillons ici. Tenez, monsieur Brun, emportez tout de même une bouée. Non, je sais très bien que vous n'avez pas besoin de vous en servir, ça c'est sûr, mais ça ne peut pas vous faire de mal, ok? Voilà. Au fait, oui. Et je donne immédiatement des ordres. Je donne immédiatement des ordres à l'atelier pour couper les voiles. Non. Attendons donc le résultat de l'expérience. Ouais, attendons le résultat. Je suis d'ailleurs bien tranquille parce que je suis un connaisseur de bateaux, moi. Je sais ce que c'est qu'un bateau. Vous m'en avez tout l'air. J'ai vu ce bateau-là, je l'ai jugé, je l'ai examiné. D'après sa ligne, sa coupe et son gabarit, ce bateau-là ne peut pas chavirer. Et pourtant, je vais faire tout mon possible pour le faire chavirer. Monsieur Brun, ne forcez pas votre possible. Ça va se faire tout seul. Vous savez nager au moins. Mon cher César, je suis bien heureux de vous donner la confiance que j'ai dans ce bateau-là. Ben, je ne sais pas nager du tout. Alors adieu, monsieur Brun. Comment adieu? On se reverra au ciel. À nous deux. Après le départ de Marius, Fanny, amoureuse et abandonnée, apprend qu'elle attend un enfant. Elle est dévastée. En effet, le docteur Venel vient de lui annoncer qu'elle est enceinte. Elle va rejoindre sa mère et sa tante qui est venue leur rendre visite. Fanny entre, elle marche comme une somnambule. Ah, enfin, ma demoiselle arrive. Et où étais-tu, petite coquine? Tu vas te faire remplacer tous les jours maintenant? Bonjour, petite. Bonjour, tante. Eh bien, elle t'a pas fait beaucoup de bien, la promenade. Tu ne peux plus nous parler maintenant. Mais oui, elle peut nous parler, mais ne nous laissons pas le temps de dire un mot. Alors, tu es allée faire un petit tour? Oui. Ah, écoute, Vé, aujourd'hui que tante Claudine vient nous voir, ne recommence pas à faire le mour. Elle ne fait pas le mour. Mais regarde là, elle fait un mour de 6 pieds de long. Allez, vaille, ne la gronde pas. Tu ne vois pas que c'est la passion.
Allez, nous allons nous mettre à table, toutes les trois, et discuter ensemble. D'ailleurs, moi j'ai faim. Tiens, tu n'as pas faim, toi, Fanny? Maman, je vais avoir un enfant. Qu'est-ce que tu dis? Fanny, mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Je vais avoir un enfant, le docteur vient de me le dire. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Mais ce n'est pas possible, mais ce n'est pas vrai! Un enfant. Va-t'en, fille ballonnette! Va-t'en, fille perdue! Oh, si ton pauvre père était là, il te tuerait! Moi, je t'ouvre la porte! Mais où veux-tu qu'elle aille? À la rue! Les filles des rues! Moi, tu n'es plus ma fille, je ne veux plus te voir! Maman, Monte dans ta chambre! Va faire tes paquets et file! C'est encore pire que Zoé! Mais c'est la honte sur la famille! Laurine, tais-toi. Dans la position qu'elle est, tu n'as pas honte? Peu chère, elle est blanche comme une morte. Fanny! Fanny, ma petite Fanny! Ma petite fille chérie! Ne meurs pas, Fanny! Je te pardonne, mais ne meurs pas! Vite, ouvre les yeux, Fanny, ne meurs pas! maman, ce n'est rien, maman. Là, tu vois, c'est passé. Tiens, respire. Tiens. Oh, la couleur lui revient. Oh, c'est de honte que tu devrais rougir! Tu devrais t'étouffer de honte! Norine, dès qu'elle tourne de l'œil, tu sanglotes. Dès qu'elle va mieux, tu recommences. Laisse-la tranquille. Ah, parce que toi, tu trouves tout naturel qu'une fille rentre chez elle avec un polichinelle sous le tablier? Mais tu n'as pas honte? Évidemment qu'elle a honte, tu le vois bien. Mais après tout ce que tu m'as raconté, tu pouvais un peu t'en douter. Lorsqu'une jeune fille a un amant, elle attrape plus facilement un enfant que le million. Alors, tu es sûre de ce grand malheur? Et cet enfant, de qui est-il? De Marius? Mais de qui veux-tu qu'il soit? Elle n'a quand même pas encore couché avec tout Marseille. Ouh, celui-là, si je le tenais. Elle a tort, elle, naturellement. Mais c'est une enfant. Il a dû se jeter sur elle comme une bête sauvage. Ouh, mais j'irai me plaindre à la justice, moi. Au bagne, à casser des pierres. Au bagne, les forçats, les saligots, les assassins, les satires. Oh, bonne mère, mais que le diable de la mer lui mange son bateau sous les pieds, que les favouilles le dévorent. Celui qui a ruiné la vie de ma pauvre petite innocente, ma pauvre petite... Ah, évidemment, ça prouve bien que ce jeune homme, la guerre de délicatesse, faire un enfant et une jeune fille, c'est un gros sans-gêne. Mais, après tout, maintenant le mal est fait, bien fait. Il faut trouver une solution, pas plus. Eh oui, pas plus. Dis-moi, ma petite, dis-moi maintenant, mais depuis quand tu sais? Depuis qu'il est parti, je n'étais pas comme d'habitude. J'avais mal au cœur tous les matins. Et puis, je mangeais beaucoup. Mais à table, tu ne prenais rien. Je mangeais par caprice, n'importe quand, n'importe quoi. Puis j'avais l'air très maigre et quand je me suis pesée, j'ai vu que je n'avais pas maigri. Au contraire. Alors, j'ai eu peur, une peur horrible. Marius ne m'écrivait pas. J'ai pensé à me jeter à la mer. Et puis, enfin, ce matin, je me suis décidée. Je suis allée voir le docteur Venel. Oh, un bon docteur. Un savant, celui-là. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Que ce serait pour le mois de mars. Eh bien, un joli mois. Le mois des fous. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Je parie qu'après, tu allais raconter la chose à César. Non, après, je suis allée dans les rues. J'ai marché, je ne sais où. À la fin, j'ai bu du rhum dans un café et je suis venue ici pour tout te dire. Eh bien, nous sommes propres, hein? Ne pleure pas, vaille. Ça ne sert à rien. Après tout, l'honneur, c'est pénible de le perdre, mais quand il est perdu, il est perdu. Dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Je ferai ce que tu voudras, pourvu que tu me gardes. Bon, alors c'est tout simple et nous sommes sauvés. Épouse Panif. Alors cette fois, c'est oui, oui, oui. Mariage dans 15 jours, j'irai lui porter la réponse tout à l'heure. Et qu'est-ce que tu en penses, toi?
Moi, je pense que je gagne très bien ma vie. Mon idée, si maman le permettait, ce serait d'élever mon enfant par mon travail, en attendant que son père revienne. S'il revient. C'est beau, mais c'est difficile. Difficile? Mais impossible, tu veux dire? Qu'elle fasse un enfant sans avoir un mari? Va, ne perdons pas de temps à dire des choses qui n'ont pas de sens. Maman, et Madeleine Cadeau, la fille du brigadier des douanes, ne sera-t-elle pas un enfant sans père? Mais ce n'est pas la même chose. Le père est mort juste quand ils allaient se marier, tandis que le tien, il est parti à la nage, à toute vitesse, pour ne pas t'épouser. Et puis, tu ne vas pas comparer la famille Cadeau avec la nôtre, les Cabanis. Eh oui, Fanny, vous autres, vous êtes des Cabanis. Puis, écoute, fais bien attention. Dans toutes les familles, il peut y avoir une garce ou une fille-mère. Ça se pardonne parce que c'est naturel. Mais dans notre famille, maintenant, c'est impossible parce que notre sœur Zoé a déjà pris le tour. Si tu n'épouses pas Panis, nous sommes tous déshonorés. Moi, je mourrai de chagrin par ta faute. Si tu en vois un autre qui t'aime assez et qui te plaise, dis-le. T'es le petit Victor, par exemple. Non, il n'y a pas de santé dans cette famille. Bon, à la fois, c'est vrai que la santé du père n'a pas grande importance, hein, puisque l'enfant, il est déjà tout fait. Non, non, je ne veux pas d'un jeune. Si tu me forces à me marier, alors je préfère Panis. Mais lui, est-ce qu'il me voudra? Mais oui, il sait très bien tout ce qui s'est passé avec Marius. J'ai pris la précaution de le lui rappeler tout à l'heure. Mais il ne peut pas savoir que j'attends un enfant. Mais heureusement qu'il ne peut pas le savoir. Bah, il sera tout heureux d'avoir un enfant de 7 mois, c'est tout. Mais il le faut, voyons, il a le droit de savoir. Et d'abord, pourquoi lui dire? Tu n'es même pas sûre que c'est vrai. Le docteur Venel me l'a dit. Ah, mais il est gâteux, le docteur Venel. Il a 100 ans. C'est peut-être nerveux ce que tu as. Alors si ce n'est pas ça, je ne suis pas forcée de me marier. Écoute, prends Panis, puisqu'il se présente, et ne lui dis rien. Non, maman, ce serait malhonnête. Ce serait un mensonge abominable. Oh, mais une femme n'est jamais malhonnête avec un homme. Non. Tu n'es pas obligé de mentir. Hein? Il ne te demande rien de toute façon. Et puis, faudrait que tu n'aies guère de cœur pour le priver d'une telle joie. La joie d'être père. Il le mérite bien, va. Non, non, je ne veux pas être malhonnête à ce point. Je te l'ai dit, une femme n'est jamais malhonnête avec un homme. D'ailleurs, si nous sommes dans cette misère, hein, c'est à un homme que nous le devons. Eh bien, faisons payer la faute par un homme. Ce n'est pas le même. Oh, non, donc, ils sont tous pareils. Alors, bon, de toute façon, celui-là, s'il veut t'épouser, c'est parce que tu es jeune et jolie. Ne le prends pas pour un saint. Ça ne vaut pas quelque chose, ça? Tu veux que je lui vole son nom pour l'enfant d'un autre? Mais c'est ça qui serait un crime. Si je faisais une chose pareille, je me croirais la dernière des dernières. Je ne pourrais plus regarder personne dans les yeux. Et c'est vous qui me proposez ça? Oh, c'est ça. Donne-nous des leçons de morale à présent. Ah, tu n'as pas fait tant de chi, hein, quand tu me mets ton gigolo dans ta chambre de jeune fille, sous le portrait de ta grand-mère, et de mentir à ta mère. Ça ne te faisait rien, ça? Va, tu es une ingrate. Méchante. Méchante. Tais-toi, Norine. Quand même, toute cette histoire est horriblement tragique. Mais on peut manger quand même. Allez, assieds-toi, Fanny, moi j'ai faim. Non, je mangerai plus tard. Je dois aller remplacer Fortunette, elle est à l'inventaire depuis ce matin. J'y vais. Où elle va et où elle t'a dit? Oh, quand on n'a pas d'enfants, on est jaloux de ceux qui en ont. Mais quand on en a, ils nous font devenir chèvres. La Sainte Vierge, peu chère, elle n'en a eu qu'un. Mais regarde un peu les ennuis qu'il lui a fait. Et encore, c'était un garçon. Mais revenons au début de l'histoire. Irénée Fabre et son frère Casimir sont hébergés
chez leur oncle et tante depuis la mort de leurs parents. Ils tiennent une petite épicerie. Irénée rêve de devenir vedette du grand écran. Mais en attendant ce brillant destin, sa nonchalance, sa maladresse et son gros appétit le font considérer par son oncle comme un irrécupérable boulet. Nous sommes dans la salle à manger, dans l'arrière-boutique de l'épicerie. Il y a l'oncle Baptiste, peintre, en face de lui, sa femme Clarisse. Entre eux, il y a Casimir et Irénée. Nous sommes au repas du soir. Et l'oncle Baptiste, comme par hasard, est de mauvaise humeur. Il ronchonne. C'est toujours la même chose, et ça sera toujours la même chose. On ne saura jamais qui c'est qui a laissé la corbeille de croissant sous le robinet du bidon de pétrole. Ça, on ne le saura pas. J'aurais beau faire une enquête policière, voilà une affaire dont on ne saura jamais rien. En tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que ce n'est pas moi. Moi non plus. J'étais à la messe. Je sais que c'est pas moi non plus. Alors, qui est-ce? Ah, c'est peut-être un client de l'épicerie qui, en voulant prendre un croissant, a déplacé la corbeille et de telle façon qu'elle s'est placée sous le robinet du bidon de pétrole. Et tu en as pris, toi, des croissants? Ouais, naturellement, j'avais pris pour mon petit déjeuner, pour me nourrir. Ça, non. Pourquoi ça, non? Parce que tu manges, mais tu ne te nourris pas. Celui qui te nourrit, c'est moi. Ton père, qui était mon frère, ne l'aurait pas fait. C'était un brave homme, oui, mais il n'aimait pas que ça foute de lui. Et tu me l'as déjà dit bien souvent. Ça n'a jamais servi à rien. Alors à quoi ça sert de me le redire? Eh oui, mais je sais que j'ai tort. J'ai tort d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre, que le métier d'épicier est aussi honnête qu'un autre, et qu'un grand galabar comme toi pourrait fort bien aider son oncle qu'il a recueilli, qu'il a nourri, et qui continue à le nourrir en s'esquintant le tempérament. Je vois très bien où tu vas en venir. Tu vas me dire que je suis un bon à rien. Oh que non. Mais bon à rien, mais ce serait trop dire. Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu le sais, mais moi, je me comprends. Je te saisis et je suis profondément blessé. Voilà comment il est. Il fait des grimaces et il se fout de tout ce qu'on peut lui dire. Ton frère, au moins, lui, il est reconnaissant. Il travaille dans le magasin et il met un point d'honneur à se tenir au courant de nos difficultés. Le baril d'anchois, qui était moisi, c'est lui qui a réussi à le vendre à M. Carbonnière, l'épicier des Acates. Pourtant, c'était difficile. Les anchois étaient tout gonflés. Ils étaient pleins de petits champignons d'air. On les aurait pris pour des maquereaux. Eh bien, lui, il a vendu le baril. Il est aveugle, monsieur Carbonnière? Je lui ai dit que c'était des anchois des tropiques. Voilà l'idée, voilà l'imagination. Il a trouvé ça, lui. Oh, lui, oui. Hein? On sait très bien ce qu'il y a monté l'imagination à lui. Et qu'est-ce que c'est? Ben, tu savais très bien que ces anchois, si tu les avais pas réussi à les vendre, ben, c'est nous qui les aurions mangés. Oui, tous les jours. Jusqu'à la fin du baril, nous les aurions vus défiler sur cette table. Jusqu'aux obsèques tropicales de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce pâté de foie, là, il est où? Il est là. Hein? C'est celui que tous les clients te refusent. Parce qu'il a tourné. Alors, depuis 8 jours, il est là.
Il est là, sur cette table, lui, aigrement pour me nourrir. Mais pas si bête. Je mangerai plutôt de la morora. Et ce rôti de porc, là, ce rôti de porc, hein, il est avarié. Il y a une personne qui en a mangé. Une. C'est Madame Graziani. Elle n'est pas là? Non. Évidemment, elle n'est pas là. Vous voyez, parce que je dis c'est, parce que nous sommes aujourd'hui. Mais demain, il faudra dire c'était. Parce que depuis cette tranche, elle est couchée. À l'agonie. Tranchée. Adieu, Graziani. Oui, René, qu'est-ce que tu crois? Elle a attrapé une indigestion, la mère Graziani. Mais bien sûr. Elle a 76 ans, la mère Graziani. Mais il faudrait qu'elle ait plus de lunettes, plus de palais, plus d'odorat, pour se payer une indigestion de ce rondin malsain de viande ambulante. Et alors, et puis en plus, il en reste encore pour demain. Alors on devrait l'attacher dans l'assiette cette nuit parce qu'elle va s'en aller. Oh tante, t'as rien à dire là? Je finis mon saucisson. T'as raison, mange. Ce qu'il ne faut pas entendre. Laisse-le dire, Clarisse. L'exagération de sa critique en démontre l'absurdité. Cette viande est excellente et j'en ai mangé par gourmandise. Oui, mais toi, en ce qui concerne les poisons alimentaires, tu es vacciné, blindé, fortifié. Hein? Il les avale, il les digère, il les distille. C'est un véritable alambic. C'est l'alambic des Borgia. Dis donc, tu me traites d'alambic, espèce de grossier. Tu sais que si l'oncle se met en colère, hein? Eh bien, s'il se met en colère, il va encore s'étouffer, comme d'habitude. Et ça me fera beaucoup de peine, parce que malgré sa sauvagerie envers moi, l'oncle, eh bien, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Vous en avez encore beaucoup, les anchois des tropiques? Pour le moment, nous en manquons. Et quand est-ce que vous en aurez? Oh, dans 2 ou 3 mois, quand ils seront bien mûrs. Je pourrais en trouver ailleurs? Impossible. Spécialité de la maison. Tant pis alors, merci quand même. Bravo. Voilà une fière leçon pour toi. Admire ton frère. Il nous arrive une catastrophe, un désastre. 50 kilos d'anchois se moisissent sans rien dire. Eh bien, lui, de ce désastre, il en fait une spécialité. Il crée un poisson nouveau, un poisson auquel Dieu n'avait pas pensé. Il en fait une friandise inconnue. Il a peut-être eu tort de vendre tout le paquet de cette friandise au même épicier, celui des Acates. Parce qu'en moins de 15 jours, ce paisible village, il va être décimé. Non, je le dénigrerai pas, mon frère, bien sûr que non. C'est ça, dénigre-le. Casimir, Tu n'as qu'à lui donner 10 francs. Casimir, je te félicite. Voici 10 francs pour tes menus plaisirs. Et n'écoute pas les sarcasmes de l'inutile. Ouh, j'ai une envie terrible de me mettre en colère. Non, Baptiste, tu vas t'étouffer. Comment veux-tu que je m'étouffe pas une fois de plus quand j'entends des choses pareilles? Mais nom de Dieu de Trafalgar, mais est-ce possible? Un individu qui ne veut pas travailler? Ah, pardon? Je ne veux pas travailler à l'épicerie, c'est tout. Quand je me vois dans cette boutique... Ce n'est pas une boutique, c'est un magasin. Mais si tu veux... Je te le répète pour sa 500e fois. Oui, mais en tout cas, quand je me vois dans ce magasin, entre la morue sèche et le roquefort humide, ça me donne mal au cœur. Et puis j'en ai marre, moi, de discuter avec Madame Le Ribouchon sur la qualité des pommes de terre qui veut toujours les payer 1 sou de moins. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas né pour ça. Et pourquoi es-tu né?
Je suis sûr que j'ai un don. Ah, si tu possèdes quelque chose, c'est certainement un don, hein? Parce que c'est pas avec l'argent que tu as gagné à l'épicerie que tu as pu t'acheter grand-chose, hein? Je parle d'un don naturel, d'un don de naissance, d'un don de Dieu. Eh bien, ça nous fait bien plaisir d'entendre que tu as un don de Dieu. En dehors de ton appétit, ta grande gueule et de ta paresse, qu'est-ce que Dieu a bien pu te donner? Un talent caché. Oui, alors, bien caché, hein? Moi, je sais ce que c'est. Ah, si tu le dis après les promesses que tu m'as faites, tu seras un homme déshonoré. Je ne le dis pas, je dis seulement que c'est vrai, que tu as un talent caché et que je le sais depuis fort longtemps. Et ça peut rapporter quelque chose, ce talent caché? Des millions, simplement. Et des millions de quoi? De francs. Folie des grandeurs, il ne lui manquait plus que ça. Je ne crois pas, je le savais. En tout cas, moi, je sais que j'ai un don. Tu sais combien il faut vendre de morues sèches pour gagner 1 million de francs? Non, et je ne veux pas le savoir. De toute façon, moi, je gagnerai des sous parce que j'ai un don, des millions. Ramollissement de la cervelle. Espoir légitime d'un Français moyen. Délire pitoyable d'un prétentieux. Bon sens et logique d'un Français moyen. Pauvre, pauvre, pauvre couillon. Méfiance de boutiquier. C'était pas dans l'ordre, mais c'était bon quand même. Restez là, mesdames, messieurs les comédiens. Bon, ben vous avez assisté à une répétition générale, et non pas une première. C'est le problème d'être au four et au moulin, un petit peu partout. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, avec tous les acteurs en herbe. Alors c'est vrai que ça a été des semaines et on peut même dire des mois de travail. On n'a pas l'impression comme ça, mais croyez bien que oui. Parce que pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils montent sur scène. Il y a quelques-uns. Il y en a qui ont eu une certaine habitude, et puis d'autres, c'est leur toute première. Et sincèrement, je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Alors on va faire comme au temps d'une certaine émission réalisée par... Alors ça, je vais m'adresser à ceux qui ont un peu plus que 20 ans, 30 ans, 40 ans. Pas trop. Une certaine émission de la première chaîne au théâtre ce soir. Alors, je ne vous dirai pas effectivement que les décors sont de Roger Hart et les costumes de Donald Cardwell. À certains, ça ne évoque rien du tout. À d'autres, ça vous fait rigoler. Mais en tous les cas, on va vous les présenter, bien sûr, parce qu'ils le méritent vraiment. Allez, on va commencer par... on va garder les dames pour la fin. On va commencer par ces messieurs. Ils ne sont pas nombreux. Monsieur Denis Domange. Qui a plus l'habitude de crapahuter avec des sacs à dos, avec des Rangers ou autre. Hein. Et là, c'est une première? Oui. Voilà, c'est une première pour Denis.
Il a été à la fois un Panis, un César, et puis également un Amoretti magistral. Et lui, il a quand même quelques, j'allais dire 2 heures de vol, non, quelques heures de scène. C'est Daniel Galli-Douani. Lui, il a un tablier, et bien souvent, je pense que dans sa vie professionnelle, il en a porté régulièrement. Je ne me trompe pas. Parce que lui, il est plutôt au four plus qu'au moulin, hein, au piano, mais au piano de cuisine. Philippe Grimaud. Elle rêve de monter les marches du Festival de Cannes. On va attendre un peu, mais c'est vrai qu'on peut déjà s'avancer vers les Alpes-Maritimes, comme ça, pourquoi pas. C'est sa première aujourd'hui. Colette Flore Capel. Alors c'est une accessoiriste hors pair, souffleuse aussi, parce qu'on en a quand même eu un peu besoin. Et puis elle est un peu partout elle aussi, et franchement c'est la première fois aussi sur scène, hein, on peut le dire. Béatrice Moiti-Lamotte. Elle a déjà fait du théâtre par le passé, souvent des pièces de théâtre de boulevard, c'est ça, hein, c'est ça, hein. Blanche Etche. Pardon d'avoir cassé la voix. À force de crier après Fanny, je n'ai pas l'habitude de crier à ce point. Et alors justement, quel enchaînement, puisqu'on va parler de Fanny. Fanny, elle est de la région, mais elle a étudié le théâtre dans des grandes écoles à Paris aussi. C'est Amandine Zenou. Elle a l'habitude de prendre la parole en public, mais en général, son auditoire est plus petit, plus jeune peut-être. Ah, je vais arrêter ça, c'est bon là. Parce que c'est la première fois aussi, mais c'est pas la première fois, parce qu'elle a l'habitude de danser également. Et au niveau du folklore provençal, de cette culture provençale, c'est plus juste. Sandrine Elzéa. Un élément essentiel parce qu'elle est régisseur, elle a réussi à comment vous dire, je cherche les mots parce qu'elle a un rôle très particulier, elle court dans tous les sens aussi, elle est à la fois secrétaire, régisseuse, elle a également aussi eu des idées, pas mal d'idées, et elle est essentielle, c'est Sa faute de la présentation. Francine Bonifay. Et puis quand même, dans une association, dans un groupe, il faut une présidence, une présidente qui préside et qui le fait bien depuis plus de 20 ans maintenant, toute une génération, toute une vie sur l'œuvre de Marcel Pagnol, au service de Marcel Pagnol et de la Provence de manière générale, José Boutin. Et notre metteur en scène. Il y a eu beaucoup de patience. Patrice. Oui, ils ont la patience aussi. Patrice Benini. Alors
ce soir, on a véritablement essuyé les plâtres, croyez-moi, puisque en fait, on répétait même encore d'arrache-pied dans les moments. En général, quand on fait une première au théâtre, il ne faut jamais répéter le jour même après. Et même pas la veille. En général, on laisse toujours 48 heures reposer tout ça. Mais nous, c'est vrai qu'on avait envie surtout de vous donner le meilleur de nous-mêmes. On a fait de notre mieux. Et vous reviendrez une autre fois, certainement, avec un autre spectacle. Et puis cette fois-ci, ça ne sera plus une répétition générale, ça sera une véritable première. Merci à tous. Merci. Alors avant juste de donner la parole à Madame la Présidente, ce qui est tout à fait normal, on va quand même saluer aussi à la technique, parce que moi j'étais du côté du son, mais on avait aussi un éclairagiste. Et puis, alors ils sont là. On l'appelle Fufu, mais il doit avoir un autre nom quand même. Et notre ami Yves. De l'équipe Les Charrieurs, voilà. Tu n'as pas mangé les anchois des tropiques, toi, hein? Non, même quand tu habites aux Acates, attention. Carbonnière. Chers amis, quelques mots d'abord pour vous remercier, bien sûr. Cette soirée est une première pour nous. Elle a été très importante. Et pour le 50e anniversaire de la mort de Marcel Pagnol, nous avons réfléchi. Et puis finalement, nous avons trouvé que de le jouer, de le faire revivre à travers ces scènes mythiques que vous avez tous reconnues, c'était le plus bel hommage qu'on pouvait lui faire. Voilà. Donc ce soir, il a été vivant à travers toutes les scènes que nous avons jouées. Je voudrais remercier tout particulièrement Madame Huguette Copieux, la présidente du CIQ des Camouins, ses équipes qui nous ont gracieusement prêté cette salle. Bien entendu, Monsieur Yves Toréano et Fufu, puisque nous l'appelons Fufu, qui ont été les éclairagistes, tout ce qu'on ne voit pas mais qui sont très importants. Et surtout notre metteur en scène, où il est, Patrice. Patrice est notre metteur en scène. Voilà, je vous remercie beaucoup. Thank you.